Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Cette semaine, j'échange avec Tom, Nico et Clément, 3 trailers que j'ai croisés sur la PTL en 2022 et qui sont depuis devenus des copains. Un an après qu'on ait terminé la PTL tous ensemble, ils se sont lancés sur la Swiss Peak 360, un ultra trail de 360 km donc, qui a lieu en Suisse. Ils l'ont réalisé tous les 3 du début à la fin et ils nous en font le récit aujourd'hui. Vous l'entendrez, ça n'a pas été de tout repos, mais après tout, est-ce que ce n'est pas ça l'intérêt de ce genre d'épreuve ? Allez, je vous souhaite une excellente écoute, mais juste avant ça, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast sur Tipeee. Merci énormément, chaque euro compte. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement Les Frappés, c'est à partir de 1 euro par mois et vous pouvez le faire sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Le lien est en description. Merci à vous, excellente écoute. Bon, et Clément, t'en es où dans ta préparation GTC, toi ? Rassure-moi, est-ce que t'es au même rythme que Nico et Tom ou non ? Alors, je sais pas si tu as dû voir mon Strava, mais pour l'instant, je suis à 0 km cette année. Ah, bravo. En fait, je viens de passer chez l'ostéo et j'avais perdu un peu de mobilité là sur un genou, je pense, en jouant au foot avec des collègues. Et du coup, je ne pouvais pas faire plus de 5 km en courant à une vitesse pathétique de 10 km/h sur le plat. Ah ouais. Du coup, j'ai pas encore commencé, mais bon, quand on s'est réinscrit à la Swiss Peak avec Tom, il va falloir avec Nico, il va falloir s'attaquer aux choses sérieuses, mais je suis pas plus à la bourre que pour la PTL ou pour la Swiss Peak l'année dernière. Ok. Ah, vous êtes réinscrit à la Swiss Peak avec Nico ? Ouais. En fait, on a voulu s'inscrire au Tour des Géants et on a tenté le tirage au sort. Alors que j'avais été pris l'an dernier, cette année, j'ai pas été pris et Clément a été pris. Donc, on s'est dit, Clément a eu la gentillesse de se dire, il quitte son inscription du Tour pour venir avec moi sur la Swiss Peak. Ok. Voilà, donc on va faire la Swiss Peak à nouveau en septembre. Voilà. Ok. Et toi, Tom, ça te disait pas de le faire ? Non, j'avais eu la chance d'être tiré au sort pour l'UTMB. Donc je suis prêt à l'UTMB et je fais la diagonale des fous aussi. Donc Oh je là vais faire. là. Oh, l'agenda de ma boule. Ok. Ok. Ça Bon, en enchaîne. tout cas, très 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 content les gars de vous recevoir sur le podcast. Bienvenue à tous les 3, Tom, Nico, Clément. Donc je vais laisser vous présenter, mais pour un tout petit peu de contexte, donc on s'était rencontrés sur la PTL en 2022 déjà. Je crois que c'est toi, Tom, qui m'avait tapé sur l'épaule sur la ligne de départ en me disant ah mais c'était Loïc des Frappés. Ouais, non, Je crois que c'était toi ou Nico, je sais plus. on suivait les frappés beaucoup à l'époque avec Nico. On avait beaucoup suivi l'épisode que tu avais fait en préparation de la PTL et comme on savait que tu le faisais, on t'avait cherché sur la ligne de départ et Yes. on s'était quoi. Et on avait mis. On regardait sur tous les dossards pour retrouver le nom des frappés jusqu'à tout trouver. Et là, c'était C'était là, ouais. la grande joie de te rencontrer enfin. Et on savait pas à ce moment-là, donc lundi matin, c'était quoi, 8h30 le départ, je crois. Par là. Si j'ai pas de mémoire. Mais bon, on savait pas encore à ce moment-là qu'on allait finir 48 heures plus tard ensemble. Enfin, qu'on allait se regrouper 48 heures plus tard, donc le mercredi jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà comment on avait fait connaissance et vous étiez tous les 3 dans la même équipe, l'équipe Haut-Toulouse. Et puis cette année, on a décidé de s'inscrire ensemble sur un nouveau petit défi. Enfin, pour moi, un défi. Pour vous, je sais pas si c'est un défi parce que vous enchaînez tellement que un entraînement pour vos trucs plus gros. Mais voilà, en tout cas, très très content de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de trail, d'ultra trail et d'un en particulier, sans doute, la Swiss Peak. Et je suis sûr que ça va être super intéressant, qu'il va y avoir plein d'anecdotes folles.
Mais voilà, j'ai déjà trop parlé. Ce que je vous propose, c'est rapidement de vous présenter en 2-3 phrases chacun, qu'on comprenne un peu qui est qui, et puis surtout qu'on entende vos voix avant la suite de l'épisode. Qui se lance? Allez, Clément. Ok, bon, ben du coup, déjà, comment nous on s'est rencontrés, je pense que, enfin, un petit peu de contexte, en fait, on est tous les trois de Toulouse, et on travaille tous pas très loin du canal du Midi, et en fait, un peu par hasard et par concours de circonstances, en se trouvant régulièrement sur le canal ou dans les coteaux, on a fait connaissance. Donc déjà, c'est comme ça qu'on se connaît. Moi, j'ai commencé à courir il y a pas très très longtemps avec mes collègues, du coup, donc c'est 2016. Et avant de faire la Swiss Peak, du coup, et la PTL, la seule course que j'ai finie, c'est la traversée nord de l'Échappée Belle qui fait 90 km. Donc voilà, j'ai pas fait de, un peu comme toi, Loïc, j'ai pas fait de distance intermédiaire. Je suis passé directement sur des choses très très longues parce qu'en fait, Tom et Nico me l'ont proposé et que j'ai pas été très malin, j'ai dit oui. Ah, j'avais plus Mais, ça en tête, tu vois. Je mais pensais je que t'étais regrette comme. pas. Donc, on s'est Donc retrouvés, on voilà. était 7 au final. Et je pensais que j'étais le seul touriste qui débarquait sans avoir fait un ultra avant. Mais ah ben non, mais c'était ton cas aussi, donc génial. Mais de toute façon, tu te rappelles, Louis, enfin, sur la PTL, j'étais vraiment au fond du saut. Enfin, j'ai souffert comme jamais. Enfin, on va en parler après, mais à côté, la Swiss Peak, tu vois, j'ai dû réviser un peu le parcours. Je m'en souvenais pas, alors que la PTL a tellement été dure pour moi que j'ai rien oublié de la PTL. Ouais. Mais ah ouais. Donc voilà, pas un grand coureur, pas autant que Tom et Nico. Je m'entraîne assez peu. Voilà. Pour la Swiss Peak, j'ai regardé mes statistiques, j'ai fait 1500 km jusqu'à début septembre et 25 ou 30 000 mètres de dénivelé positif. Donc assez peu pour des gens qui font ce genre de choses-là. Ok. Voilà. Mais c'est ma manière de m'entraîner. Ok. Et aujourd'hui, tu vis en Allemagne. Tu vivais en Italie au moment de la PTL et maintenant en Allemagne. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé une petite bosse de 400 mètres dans laquelle je peux m'amuser. Ok. Génial. Eh ben écoute, merci Clément. Tom, Nico. Ouais, donc moi c'est Nicolas. Donc, comme le dit Clément, j'habite à côté de Toulouse, dans le Tarn. J'ai 58 ans, donc c'est un peu moi le senior de l'équipe. En termes de sport, moi je cours depuis tout petit. Hein. J'ai commencé l'athlé à l'école d'athlétisme, j'avais même pas 10 ans. Donc ça fait à peu près 50 ans que je cours. Bon, au départ, je courais un peu plus vite sur des distances courtes, autour d'un stade, hein, sur des 800, des 1000, des 1500, 3000. Avec le temps, j'ai allongé un peu les distances, faire des kilomètres, des semis, puis des marathons. Et ensuite, avec l'âge, la vitesse continuant à décroître, j'ai allongé un petit peu et je me suis un peu lancé sur les courses nature. Donc, courses multisports, canoë, kayak, triathlon. Et j'ai découvert le trail il y a à peu près une vingtaine d'années quand j'étais en Guyane. Où je partais seul avec mon chien en pleine forêt amazonienne. Je découvrais les chemins et petit à petit, c'était vraiment dans les années 2000, le trail est né. Donc les premiers trails ont eu lieu également en Guyane. Et à l'époque, je courais avec des gens assez connus. Hein. Guyane, il y avait un certain Christophe Lesault là, qui gagnait toutes les courses. Donc j'essayais de me caler dans son rythme au départ. Bien sûr, très rapidement, je ne le voyais plus. Et en rentrant en France, je me suis mis sur les courses principalement dans les Pyrénées. J'ai commencé avec le GRP 160, Grand Raid des Pyrénées. Et ensuite, c'est là que j'ai rencontré Tom et on a fait beaucoup de trails en Andorre également. Donc, il y a des superbes courses là-bas. La Ronda qui faisait à peu près 170 bornes. Sur du 13 000 de dénive. Ensuite, l'Euphoria. Et là où j'ai réussi à embarquer Tom, qui est devenu mon équipier favori sur l'Euphoria. Donc, une course un peu profil, pas PTL, mais petite PTL, on va dire. C'est du 230 bornes, sans balisage, avec des parties un peu techniques, sur des pics hors sentier, on va dire, vraiment balisés. Et ensuite, d'autres aventures comme le Marathon des Sables. On a également fait
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme course? Ensuite, on a fait effectivement la PTL l'an dernier. Et voilà, donc on est devenus des accros, des chemins, des sommets. Et on s'éclate bien. Excellent. Et s'il y en a, petite parenthèse, s'il y en a qui avaient écouté mon épisode débrief de la PTL, où je pense que j'en parle dans plusieurs épisodes d'ailleurs, Nico, c'est le fameux Nico qui voit des écrans télé au sol dans la nuit de jeudi à vendredi sur la PTL à la frontale. Voilà, c'est Nico en question. Exactement. Excellent. Tom, du coup? Alors, Tom, moi j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, j'habite dans l'est de Toulouse. Et donc, moi, je fais du trail à peu près depuis une dizaine d'années. Je suis parti très petit parce que je n'étais pas un très grand coureur au départ. Et progressivement, d'étape en étape, sans griller tôt d'étape non plus dans les distances, voilà, j'ai été amené à faire la diagonale des fous et pas mal de courses avec Nico. Donc voilà, on a pas mal de courses communes ensemble là-dessus. Donc voilà, pour faire court là-dessus, c'est aujourd'hui ce qui me plaît, fait comme disait Nicolas, c'est les longues distances, du fait que je suis pas non plus un très rapide, et ça me convient très bien. Question peut-être du coup plus pour Tom et Nico, c'est qu'est-ce que vous trouvez dans l'ultra, voire l'ultra long, enfin je sais pas, la PTL, on peut pas vraiment considérer ça comme un trail non plus, mais plus de 300 bornes ça commence vraiment à faire. Donc vous diriez que c'est quoi qui fait que vous y revenez à chaque fois en dépit de tous les aspects moins sympas quand on est en plein milieu d'un ultra, qu'on est KO, cramé, cuit, qu'on a mal partout, etc. Qu'est-ce qui fait que vous y revenez à chaque fois? Alors moi, il y a plusieurs choses en tout cas qui me plaît. Alors il y a bien sûr il y a la notion de paysage, c'est ces moments où on peut vraiment s'évader sur des parcours où on n'a pas trop de pensée à la vie peut-être commune, on est vraiment dans notre course. Après, moi je fais très peu de courses seul, et donc les faits de le faire avec des amis, ça change tout aussi, quoi. C'est l'aspect, même si on court pas ensemble pendant le parcours, le fait d'y aller ensemble, peut-être se retrouver à des moments, discuter, et les échanges comme on a pu le faire sur la PTL avec un groupe de 7, j'ai trouvé ça tellement génial que c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Ouais, moi de mon côté, là, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté aventure. Donc, pour moi, c'est vraiment une aventure. On s'y compare, on ne sait pas si on arrivera, on ne sait pas dans quel état. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on passe par tous les états, tous les états d'émotion possibles. On peut être dans des états très très bas, très très hauts, et ça change très rapidement d'une heure à l'autre. Et j'ai vraiment l'impression en une course de vivre de façon très intense des émotions, un concentré d'émotions que tu vivrais peut-être sur une année. Mais là, Ouais. pour une course de quelques jours, tu passes par tous ces états. Et c'est quand même exceptionnel. Voilà, donc c'est matière. Ouais. Clément, toi, par rapport à ce que vient de dire Nico sur le partage, l'aventure et tous les états, etc. Est-ce que tu dirais que c'est ce que tu as vécu du coup avec ton premier ultra, enfin ouais, la PTL? Moi, clairement, ça a été le cas, donc ça me parle, tu vois, mais je suis curieux de savoir, qu'est-ce que tu en retires toi finalement de cette expérience 2 ans plus tard? Ouais, alors moi, tu vois, la PTL, c'est une course que je veux refaire. D'ailleurs, je l'ai reproposée à Tom et Nico. Enfin, moi, j'aimerais vraiment la refaire. C'est vraiment, ça va faire très idéaliste, mais c'est vraiment enfin, c'est un moment extraordinaire qu'on a vécu, quoi. On était 7, on s'est très très bien entendu quand même, avec des gens de milieux sociaux et même du niveau d'études de travail, mais complètement différents. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Tu peux rencontrer sur le chemin des gens. Donc là, sur la Suspic, on rencontre quelqu'un qui nous dit non, mais moi je suis pas raciste, mais tu vois. Et en fait, on peut discuter avec ce genre de personnes-là, alors que des gens qui pourraient être avec nous, je pense que c'est pas du tout le genre de personnes avec qui ils discuteraient. Mais en fait, la situation fait que tu rencontres des gens de tout milieu qui ont des opinions à l'opposé de ce que tu peux avoir, ou des gens qui ont les mêmes opinions que toi. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, cette espèce de partage où
on est tellement dans la difficulté que en fait, moi, j'aurais jamais fini la PTL si on n'avait pas été 7. Parce que dès le premier soir, dès le deuxième jour, je sais plus, je dis à Tom Nico, mais en fait, j'étais parti pour battre mon record sur un ultra, donc de faire 90 km. Et du coup, on arrive au 93e, et là, je dis à Tom Nico, je repars. Ah ouais. C'était mon objectif. Ah ouais, non, vraiment, vraiment. Et je repars parce que Tom Nico me dise, va dormir et tu verras. Et en fait, si tu veux, je suis reparti. Et après, dès que toi, Loïc, t'es venu me voir là, la première base vie en me disant, ouais, dans mon équipe, il y a des écarts de niveau. Il y avait aussi les deux d'Aqua là qui étaient venus me voir en proposant ça. Et du coup, en fait, ça m'allait parce que moi, j'étais le boulet de l'équipe. J'avançais pas. J'étais 50 mètres derrière Tom et Nico pendant 24 heures. Et c'était terrible. Enfin, j'avais une espèce de syndrome de l'essuie-glace au niveau du genou. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Et en fait, on finit. Et c'est ça, en fait, qui est hyper intéressant. On va tellement chercher loin que tu vois, la semaine d'après, quand il faut retourner au boulot, travailler, c'est hyper dur, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, on est encore là-bas, quoi. Enfin, je pense que c'est pareil pour vous tous, quoi. Ouais. Ouais, moi, je suis convaincu comme. Bon, enfin, on peut pas refaire l'histoire, mais je suis convaincu comme toi que si on s'était pas regroupé, si on s'était pas croisé, moi, je serais pas allé au bout. Tu vois, sûr et certain. Donc, ouais. Alors, c'est clair que c'était complètement fou. Enfin, on va pas refaire, je vais pas refaire le débrief de la PTL. S'il y en a que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Mais moi, ce qui m'avait vraiment fait halluciner, c'était finalement cette espèce de symbiose. Enfin, tout marchait bien, tout était hyper fluide entre nous. On s'arrêtait. Enfin, il n'y avait pas de discussion sur quand s'arrêter, quand manger, quand dormir. C'était hyper fluide, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Enfin, vous connaissiez un peu, enfin, plus quand même dans votre équipe. Tom et Nico, vous aviez déjà fait plein d'ultras ensemble. Mais moi, Xavier, mon coéquipier, enfin, on se connaissait assez peu, pas du tout en épreuve sportive. Et à 7, ouais, c'était assez fou de voir comment tout s'est mis en place très vite et très naturellement, en fait. Ouais. Il n'y a jamais eu de discussion sur non, on s'arrête pas là, ou non, moi, Ouais. j'ai pas envie de m'arrêter. Ça n'a jamais, en fait, été un point de discussion. On a un petit peu discuté de, oui, combien de temps on s'arrête, parce qu'en fait, on avait quand même des barrières horaires Ouais. qui nous ont un peu stressés quand même sur la F1. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de gros soucis ou de grosses tensions. Enfin, moi, je ne l'ai pas Ouais. senti, en tout cas. Moi, j'ai même trouvé qu'il y avait une espèce d'émulation. Moi, il y a plein de moments en fait qui m'ont marqué où chacun d'entre vous, vous m'avez vraiment, sans faire gaffe, juste en faisant, enfin voilà, en agissant normalement, sans nécessairement qu'on se parle ou autre, vous m'avez inspiré à continuer à me sortir les doigts en fait et à m'accrocher. Nico, Ah, mais totalement pour moi aussi, ouais. voilà, tu vois, enfin Nico qui arrive pas à dormir. Nico, t'as pas dormi jusqu'à quand? Jusqu'au jeudi, je crois, non? Je crois que j'ai mis 4 jours sans dormir, ouais. Ça devenait Non, une mais- torture. C'est vraiment la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée à la PTL et que je rencontre sur les courses très longues, c'est la difficulté à dormir. Ouais. Ce qui est quand même un truc de fou, tu vois. Donc, quand tu as eu les hallucinations, ouais, je crois, je me rappelle plus, mais je suis à peu près sûr. Non, ça devait être la nuit de jeudi à vendredi, justement, avant qu'on arrive au refuge où il y avait ce mec des chasseurs alpins qui était blessé, là. Je pense que ça devait être là. T'avais toujours pas dormi, tu vois. Et moi, je me disais, mais moi, je suis mort, je suis cramé, mais Nico, il a toujours pas dormi. Donc, et il continue d'avancer au même rythme. Ouais, son visage était très, très marqué à Nico, moi, je m'en Ouais. souviens. Ah ouais. Et ça, tu vois, c'est hyper inspirant. Enfin, toi, Clément, je crois que j'en parle aussi au-dessus de Champé. Je sais jamais d'ailleurs si on dit Champé ou Champex. Ouais, je sais plus. Je crois que j'ai demandé 15 fois pendant la PTL comment ça se disait, mais bon, bref. Au-dessus on va dire, de Champé, où tu faisais la trace. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais on montait, on était hors sentier complet, nuit noire. Sur la Catogne, Dans c'est une ça? crête, là, on était sur une crête, elle était ouais, Ouais, dégueu. pas très, très dure, mais c'était quand même. Il y avait des petits passages aller en escalade où il y avait des cornes, mais il y avait un ou deux petits passages en 2 sup ou 3. Et fallait faire gaffe parce qu'à gauche et à droite, C'est surtout, t'avais ouais, quand on même voyait. pas mal de 3 heures Ouais, du et puis, et matin, de ouais, nuit. c'est de suite. ouais, c'est ça. C'est ça. On Et puis je sais voyait. pas. Ouais. Pardon, vas-y, Clément. Non, je sais pas si vous vous rappeliez, mais cette crête, on la voyait de loin et elle était impressionnante. On l'avait vue en fait la veille tout l'après-midi et elle faisait peur. Enfin, moi, j'ai cette vision de cette crête qui est imposante, qui est inhospitalière.
Et c'est vrai que, enfin, moi, je me souviens, en fait, le début de Champé, là, quand on monte sur cette crête-là, c'est très, très raide. Et vous partiez à fond. Et moi, je savais, j'avais quand même pas mal étudié le parcours et je savais que c'était très raide. Et je vous avais tous dit, il faut partir doucement. Et on s'était fait avoir parce que c'était extrêmement raide, extrêmement dur. Mais très, très cool, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Mais tu vois, voilà, Nico m'avait inspiré avec sa capacité à continuer alors qu'il était complètement cramé, il n'avait pas dormi depuis 4 jours. Toi, dans cette ascension, enfin, t'as fait la trace une bonne partie quand même, enfin, quasiment jusqu'à ce qu'on retrouve le GR, donc ce qu'on revienne enfin sur un chemin normal. Et je me rappelle quand je t'avais dit, est-ce que tu veux que je te remplace devant, parce que ça y est, il n'y avait plus besoin d'orienter. Enfin, ta réponse était vraiment genre, ah ouais, vas-y. Et t'étais mais complètement cramé, tu vois. J'étais 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 cramé mentalement, mais en fait, je faisais souvent la trace la nuit parce que ça me permettait de pas dormir. Moi qui, le problème inverse de Nico qui a besoin d'énormément dormir, ça me permettait en fait de me maintenir éveillé, d'avoir ce truc-là. Et je me souviens qu'on s'arrête juste après et je sais plus lequel me met la lampe frontale dans la tête et en fait, j'explose quoi. Enfin, je réponds hyper mal en mode, «Tu éteins cette lampe frontale». Enfin, tu vois, genre ça m'était insupportable tellement j'étais cramé mentalement. Et je m'en suis tellement voulu que enfin, j'étais en pleurs sur un rocher en disant mais pourquoi tu as engueulé ça. Je m'en étais excusé, je sais plus lequel c'était, mais enfin, j'avais mal parlé. Alors tu vois, ça méritait pas, mais sous l'effet de la fatigue mentale. Et ouais. Mais bon, Mais c'est voilà, ça en fait. tu vois, enfin, quand je parlais d'émulation, pour moi, c'est ça, quoi. C'est des petites tranches de l'épreuve où Tom, à un moment donné, on se suivait, il devait être, je sais pas, 3 heures du mat, on se parlait de nos jobs respectifs pour essayer de pas s'endormir. Et je le voyais qui titubait, tu vois, bah, je pense, tu commençais à t'endormir en marchant. Et en fait, tous ces moments-là, tu te dis, mais en fait, je peux pas arrêter, quoi. Il y a des gars autour de moi, ils sont autant, voire plus en galère à ce moment-là, à un instant T. Donc, ça te pousse à continuer. Et ça, quand tu es solo, bah, tu l'as pas. Donc, ouais, je pense que ça va faire une grosse différence. Mais bon, assez parlé de la PTL. On s'était dit qu'on allait échanger sur la Swiss Peak, donc que vous avez fait ensemble, donc l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises, septembre dernier. C'était parce que j'ai découvert du coup qu'il y a 300 000 formats. C'est lequel que vous avez fait? On a fait le 360. Le 360 km et il y a une nouvelle version effectivement maintenant avec le 660, mais voilà, on a fait le 360 avec 26 000 mètres de dénivelé chaud. Oh la vache! Donc c'est en solo, hein. Vous l'avez fait ensemble, mais vous étiez inscrit solo. Fait en solo et en équipe. Clément était en solo et avec Nicolas, on était en duo. Ok. Et on est donc c'est resté à exactement le même parcours. Voilà. Oui, le parcours, c'est juste voilà, un peu comme la PTL, il faut arriver ensemble à chaque ravitaillement ou base vie. Ok. On est en duo. 360. Ah ouais, d'accord. Ok. Effectivement, on l'a fait dans le même format que l'année dernière, c'est-à-dire on est resté à 3 tout le temps. On ne s'est jamais Ouais. quitté d'une semelle, ce qui facilite sur certains aspects, mais qui peut complexifier aussi sur d'autres. On n'y Ouais, revient ouais. pas. Donc c'est. Ouais, Pardon, vas-y. ouais, en fait, c'est parce que ce truc-là, non, mais en fait, je sais pourquoi Nico dit ça, parce qu'en fait, par rapport à la PTL, je m'étais quand même un peu plus entraîné. Et c'est vrai que j'ai eu quelques envies de m'échapper. Très honnêtement, parce qu'en fait, ça allait pas assez vite pour moi, ou en tout cas, c'est ce que je ressentais, hein. Je suis pas sûr que j'y serais arrivé, et plus vite si je les avais laissés. Mais en fait, j'avais en fait, ce mauvais souvenir de la PTL où je voulais arriver en 5 jours parce qu'après la 5e nuit, c'était terrible en fait pour moi. J'ai été traumatisé par la dernière nuit de la PTL Ah ouais? où il a fallu qu'on s'arrête, 6-7 fois pour dormir et ça allait quand même pas. Et en fait, là, sur Swiss Peak, je voulais pas revivre ça. Donc du coup, j'avais fait le plan de route pour qu'on arrive en 120 heures. Et sauf que bien sûr, on serait jamais arrivé en 120 heures. Enfin, donc à un moment donné, au bout du 3e jour, j'avais envie de partir. Sauf que, heureusement que Nico surtout et Tom, m'ont bien fait comprendre que ça servait à rien. Voilà. Et je pense que ça a été une très bonne idée de rester avec eux. Donc 365 bornes. Oh punaise, j'avais pas ça en tête. Je sais pas pourquoi, je pensais que vous étiez parti sur le 100 ou le 170. Donc 365 bornes, 26 000 de D+. Donc c'est en distance, c'est déjà c'est 20% de plus que la PTL.
En dénivelé, c'est à peu près équivalent. Il y avait quoi comme au-delà de la trace, c'était quoi les grosses différences par rapport à la PTL? La particularité de la Swiss Peak, c'est une course en ligne. Enfin, une ligne, c'est-à-dire que le point de départ et le point d'arrivée n'est pas du tout le même. Donc il y a un aspect un petit peu logistique où quand on arrive en Suisse, on doit déposer la voiture à l'arrivée et on doit prendre donc un train qui nous emmène vers le départ. On dort une nuit la veille du départ. La veille du départ. Et ce qui fait que voilà, c'est pas tout à fait la même organisation logistiquement, mais après, je pense que le reste. Après, en termes de confort, ça n'a rien à voir non plus avec la PTL. Hein. C'est beaucoup moins rustique. Hein. Voilà, donc la Swiss Peak, bon, pour les 365 km, on a quand même 6 bases vie. Ah oui. Donc, 6 bases vie auxquelles on retrouve un sac qu'on a laissé au départ. Et entre ces 6 bases vies, qui sont donc espacées à peu près de 50 km, avec à peu près 4000 mètres de dénivelé entre chaque base vie, on a même au sein de chacun des tronçons donc, des ravitaux. Donc on a à peu près un ravito tous les 15 bornes, 20 bornes maximum, ce qui fait que on a quand même un sac qui est beaucoup plus léger et en termes de confort, ça n'a rien à voir. On a également un balisage qui est parfaitement visible. Hein. On a un petit fanion là tous les à peu près une quinzaine de mètres, ce qui fait que on se pose pas non plus de questions sur la navigation, ce qui facilite quand même énormément les choses d'un point de vue mental. Ouais. Donc tu es toujours sur sentier? On est, oui, la plupart du temps, on est sur sentier. Après, bien sûr, on passe par des pierriers où il n'y a plus forcément de sentier, mais globalement, ça beaucoup moins technique que la PTL. Après, je dirais que la difficulté, c'est vraiment l'aspect, on va dire, physique des choses, parce que contrairement à la PTL, où on peut rester pendant des tronçons en altitude, là, on passe notre temps à monter, descendre. Et typiquement, on doit faire, je sais pas, je pense une trentaine de cols, à peu près au-dessus des 2005, 3000, et à chaque fois, on redescend donc dans le fond des vallées entre 500 et 1000 mètres. Donc, c'est, d'un point de vue physique, c'est quand même très, très compliqué. Ok. Mais voilà, mais on n'a pas du tout la technicité, on n'a pas de poudrier, on n'a pas de casque, on n'a pas de crampons, et globalement, on reste quand même pas mal sur du sentier, quoi. Et du coup, le chrono final, donc la PTL, on avait mis 148 heures, si j'ai bonne mémoire, pour plus de 300 bornes, 24 ou 25 000 mètres de dénivelé. Et là, pour voir un peu s'il y a une grosse différence, même si c'est plus long. Là, on a mis à peu près le même chrono. Hein. 143, on a mis. 143, ouais, donc c'est quand même assez proche, sachant que la barrière horaire était de 180 heures. Donc là, on est parti le dimanche matin à 10 heures, on est arrivé le samedi matin vers 9 heures. Ça finissait à minuit le samedi soir. On avait un peu plus d'avance qu'on en avait sur la PTL. La barrière horaire était le dimanche soir. Le dimanche soir, 180 heures. Donc, on avait quand même une sacrée marge par rapport à la barrière horaire. Donc, on était quand même beaucoup moins contraint que sur la PTL où on avait vraiment la barrière au cul en permanence. Ouais. Ok. Et en vrai, compléter du coup, en fait, pour un peu simplifier toute la première partie ou les 2 tiers du parcours, en fait, on part du Rhône qui fait 3 mètres de large. On monte en haut, on monte au plus haut possible là dans la vallée, enfin sur les montagnes. Et puis on redescend tout au fond de la vallée pour être sûr que le Rhône y coule encore. Et on recommence et on redescend. Et en fait, c'est hyper usant parce que c'est un peu démoralisant au début en fait. Donc on profite en altitude parce qu'on a des glaciers à droite à gauche, c'est magnifique. Mais dès que tu redescends en vallée, donc nous en plus on a eu canicule, il faisait hyper chaud. Enfin, moi je souffre pas tant que ça de la chaleur, mais on a eu des périodes quand même là où il faisait très 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 chaud, moi j'ai trouvé, surtout sur le début. Et surtout la particularité de la Swiss Peak que moi j'ai assez peu apprécié, c'est des descentes extrêmement raides. Mais raides au point que vraiment on avait du mal à marcher, il fallait qu'on s'arrête. Enfin, Tom qui aime pas trop les descentes, alors moi en plus j'adore les descentes, mais moi j'ai souffert dans les descentes et
Et vraiment, les descentes, comme les montées, hein, c'est droit dans la pente, c'est raide. On n'a pas l'habitude de ça, nous, dans les Pyrénées, j'ai l'impression. On a plus des lacets. Là, les lacets, des fois, ils avaient oubliés. Voilà. Donc, c'est une des grosses particularités. Pas technique, il y a très très peu d'endroits techniques. Mais par contre, qu'est-ce que c'est raide, qu'est-ce que ça monte et ça descend droit. Voilà. Alors, comment vous étiez préparé à une distance pareille? Parce que Tom, Nico, alors peut-être juste avant ça, Tom, Nico, donc vous disiez, vous avez quand même de l'expérience, diagonale, pas mal de courses dans les Pyrénées, etc. Mais au-delà de la PTL, vous aviez déjà fait des distances équivalentes en format vraiment ultra trail où potentiellement ça peut se courir, ce qui n'est pas le cas trop de la PTL? Par la PTL, non, on avait fait la PTL et le marathon des sables. Hein, faut bien. L'Euphoria qui était à 225. Oui, c'est un peu. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il y ait non plus beaucoup d'expérience à avoir pour ce genre de course parce que c'est tellement long que c'est hors catégorie, je pense. Mais on n'avait pas d'expérience sur ces formats ultra. Ouais. Et du coup, côté prépa, comment vous l'avez géré? Sachant que l'objectif dès le début, c'était que vous couriez tous les trois, mais vous n'êtes pas au même endroit, enfin, à part Tom et Nico. Et Clément, je ne sais pas si tu étais encore en Italie ou déjà en Allemagne. Mais comment est-ce que vous êtes coordonnés pour faire en sorte d'arriver le jour J avec globalement à peu près la même forme et la même capacité à tenir le même rythme? On a fait quelques courses de préparation avec Nico. Là, on a fait une course au Pays Basque avec le Schcal Trail, hein, le 130. Hein. On a fait pas mal de sorties montagne. Après, ça se résume souvent à ça. Hein. C'est des courses en off, des choses comme ça qu'on fait à côté en préparation. En termes de nombre de dossards qu'on prend par an, moi, je prends 3-4 maximum. Hein, donc, je ne suis pas non plus un grand coureur en termes de course chronométrée avec dossard. Je préfère finalement faire des choses avec les copains sans dossard. Donc, ça se résume souvent à ça, les préparations à côté et pas mal de vélo. Moi, je fais peut-être plus de vélo que Nicolas là-dessus, ce qui permet de compenser un peu, voilà, trouver d'autres choses. Voilà, après, je pense que la meilleure prépa, hein, c'est vraiment partir en montagne le week-end, faire de la rando, pas forcément à des rythmes fous. Mais c'est ça, c'est marcher en montagne pour s'habituer au dénivelé. Et après, bon, en termes de prépa, c'est vrai que quasiment tous les jours, je cours. Hein. Après, je ne suis pas forcément en semaine des distances très importantes, mais entre 10 et 20 bornes tous les jours à peu près. Voilà ce qui représente, on va dire, je ne sais pas, sur l'année de préparation, ça fait à peu près du 4000 km, du 100 000 mètres de dénivelé, quoi. C'est à peu près le standard. Après, bon, je pense que c'est beaucoup moins que certains qui se préparent et qui font le double, voire le triple en termes de distance et de dénivelé. Hein. Et voilà, enfin, ce qu'il faut retenir pour la prépa, pour ce genre d'épreuve, c'est vraiment la rando et bouffer du dénivelé en montagne, que ce soit en marchant, en ski rando. Et c'est ce qui va payer, sachant qu'on est toujours à des rythmes cardiaques assez bas, hein. On ne monte jamais dans les tours et l'objectif justement c'est de rester bas dans les tours sur ce genre d'épreuve, hein, de ne jamais se mettre dans le rouge et de s'économiser. Voilà, l'objectif c'est de s'économiser tout au long de la course pour en garder sous le pied pour la suite. Ouais. Et toi, Clément, tu faisais comment? Parce que tu étais en Italie ou en Allemagne? Alors en fait, c'était la transition. Donc en fait, je m'étais beaucoup entraîné janvier, février, mars parce que j'avais un trail qui me plaisait là en Toscane, donc au nord de Rome, entre Rome et Florence, qui s'appelait qui maintenant fait partie de l'UTMB, qui fait partie du UTMB Series. On s'appelle l'Ultra Trail Chianti, donc c'est 100 km et 4000 de D+, sur les Strade Bianche, donc qui sont ces chemins blancs poussiéreux, donc entre les vignes, donc très sympa, mais bon, assez roulant quand même. Et puis derrière, donc du coup, je suis allé en Allemagne, donc j'ai pas couru pendant 2 mois. Puis du coup, je suis arrivé à l'Euskal Trail avec les 2 acolytes. J'ai voulu les suivre et en fait, je me suis fait arrêter par la médecin de course sur un ravitaillement parce que j'étais complètement désorienté et en hypoglycémie sévère.
Donc j'ai fait 65 bornes, voilà. Et derrière, j'ai fait 2 week-ends montagne. Un où j'ai dû faire 50 bornes sur un jour et 2-3 semaines après l'été, j'ai fait 65 bornes sur 2 jours. Et voilà. Je Ok. suis pas un bon exemple, hein, parce que du coup, je m'entraîne plutôt sur des courtes distances et plutôt à haute vitesse. Et après, du coup, ben, comme je disais tout à l'heure, je souffre énormément dès que c'est très très pentu, quoi. Voilà. Donc oui, il vaut mieux faire comme Dominico, aller souvent en montagne, je suis d'accord, randonner énormément, à bonne vitesse, mais randonner. Ok. Et cette prépa plutôt orientée du coup montagne, dénivelé, rythme lent, vous diriez que c'est valable jusqu'à quelle distance? Enfin, si on diminue la distance, pour un 100 bornes par exemple, vous feriez ça? Et je pose la question d'ailleurs parce que bah, on est inscrit à une course, le GTC 100, qu'on va faire ensemble. Et du coup, on est en plein dans la prépa, donc ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus en tant que ultra trailer aguerri. Je pense que pour le GT100, effectivement, on sera amené à beaucoup plus courir que on le fait sur du très lent. Donc, je pense qu'il faut effectivement s'entraîner à essayer de courir un peu en côte ou faire des choses comme ça de temps en temps pour pouvoir un peu, peut-être plus faire travailler le cardio que c'est nécessaire sur du très lent, même si notre niveau, hein, aucun de nous quatre des élites, hein, on va quand même marcher peut-être 80% ou 90% du temps. Ok. Et, voilà, je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à avoir par rapport aux courses de 20-30 où on ne fait que courir, les courses de Ouais. 100 où c'est un peu les deux, et les courses de très long où c'est que la marche quasiment. Mais donc, à mon avis, on sera amené à beaucoup plus courir en ratio que sur du trail. Ok. Bien, 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 bien. Tu flippes Clément, toi, pour le GTC 100 ou pas? Parce que moi, j'ai un peu la pression quand même. Quand je vois le pédigré de Tom et Nico, je me dis, bon, ok. Puis toi, Clément, t'es quand même assez rapide aussi. Ouais, nous en fait, Moi, je flippe un petit peu. ouais, alors, moi aussi, parce qu'en fait, pour rien cacher du coup aux gens qui écoutent, on fait le GTC 100 parce qu'on a vu l'ouverture pour pouvoir s'inscrire l'année suivante au Tour. Ça Yes. ouvre des dossards et on veut faire le Tour ensemble. Et ça fait 3 ans que nous on essaye, qu'on n'arrive pas à le faire ensemble. Donc on s'est dit, on passe par là. Sauf que moi, faire une course de 100 km, comme je disais tout à l'heure, je les ai toutes abandonnées. Il n'y en a aucune que j'ai réussi à finir. Parce qu'en fait, je pars trop vite. Enfin, moi, j'adore courir, surtout en descente, et donc j'y vais à fond. Ce qui est une très mauvaise idée. Donc, ouais, ça me fait flipper. Ça me fait un peu peur, ouais, parce que j'ai toujours cette peur de pas. J'ai l'esprit compétitif quand même, surtout sur tout ce qui est course à pied. Donc, j'aime pas rester derrière. Donc, c'est compliqué, voilà. Ça. Mais là, je pense que je vais tout faire pour la finir. Et là, sur l'entraînement, je pense que je serai un peu plus light. C'est déjà light, mais globalement, plus courir, ouais. Comme disait Tom, moi, je compte courir toutes les descentes tant que c'est possible. Ok. Ok, ok. Voilà. Si on en revient à cette Swiss Peak, donc 365 km, 26 000 mètres de dénivelé, ligne droite, enfin en tout cas c'est pas une course en boucle, avec j'ai l'impression d'un point de vue logistique quand même une organisation très 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 confort. Ça a été quoi un peu les grandes étapes de votre aventure? Est-ce que finalement bah, du fait de voilà, de l'orga notamment, ça a été difficile, mais confort entre guillemets tout le long? Ou est-ce qu'il y a eu des périodes, est-ce qu'il y a des anecdotes où vous pouvez nous partager, où vous avez un peu plus souffert, on va dire? Alors moi, très vite, j'ai plutôt été le poulet du groupe pendant une bonne partie de la course. Parce que dès la deuxième montée, ou troisième montée plutôt, j'étais pas très très bien. Il y avait une longue descente qui nous emmenait à la base vie où là j'étais vraiment pas bien du tout. Donc la première base vie qui était à Fiche, je sais pas si on dit Fiche d'ailleurs, qui est au kilomètre 50.
Et je suis arrivé, mais complètement malade. Je pouvais plus manger, je pouvais plus m'alimenter, je pouvais plus Ah ouais. boire. Et là, ça a été un peu compliqué. Nicolas m'avait déjà vu dans cet état-là, donc il savait qu'il fallait juste patienter qu'un moment ça allait passer. Et j'ai essayé, voilà, fallait que je vomisse à un moment. Et donc j'ai attendu, je sais pas combien de temps, dans la basse vie. On tardait de repartir, mais moi je pouvais pas du tout repartir dans l'état où j'étais vraiment, j'avais très froid, pourtant il faisait une chaleur de dingue. J'avais mon duvet sur les épaules et tout. Ah ouais. J'étais vraiment pas bien jusqu'au moment où j'ai vomi. Et je pense qu'une fois que j'ai vomi, 5 minutes après ou 10 minutes après, on était reparti. Mais Euh, t'as eu quoi du coup? Tu sais ce que c'était? Parce que j'ai toujours le ventre qui se noue au bout de 8-10 heures de course. Et là, donc je suis reparti. On est reparti de cette base vie, de être 21h ou 22h. Et là, je suis reparti le ventre vide, mais je pouvais marcher. Il nous attendait une belle grande montée. Là, je pense qu'il y avait pas loin de 2000 mètres de dénivelé qui suivait. Mais l'énergie est revenue après. Euh, mais là, ça a été pour moi le premier coup très dur où l'infirmière ou la personne de l'organisation est venue me voir en disant vous repartez pas. Elle disait déjà à Nicolas bah, vu que vous êtes en duo, faudrait que vous changiez votre numéro de dossard parce que lui, il va pas repartir, quoi. Bon, c'était un peu, j'entendais ça derrière, je me suis dit, voilà, c'est un peu inquiétant. J'avais pas du tout envie d'arrêter. Et bah, finalement, voilà, c'est passé, mais il y a eu ce premier coup très rapidement dans la course où j'étais pas bien et finalement, bah voilà, ça a été qu'une étape, mais ça a peut-être fait des séquelles sur les jambes parce que j'ai eu des courbatures et des problèmes aux jambes très très vite. Les descentes, j'avais les cuisses très très dures, mais voilà, ça peut arriver souvent au bout de 120 ou 150 km. Là, au bout de 40 ou 50 bornes, j'avais déjà les Ah jambes ouais. bien cuites. Ok. C'est dingue que ça soit arrivé. Mais c'est systématique. Enfin, tu disais que tu as le ventre qui se noue généralement au 40-50e. Il y a un rapport avec l'alimentation ou l'eau, la chaleur, ou tu arrives vraiment pas du tout à l'expliquer? Je sais pas l'expliquer, ça m'est arrivé sur beaucoup de courses, pas toutes. Je sais que je vais passer par cette étape-là qui va durer 3-4 heures où c'est très difficile, où on peut plus manger, on peut difficilement boire. Donc là, les forces s'amenuisent très vite. Ouais. Mais je veux dire que je suis un peu habitué à ça et c'est presque plus une surprise quand ça arrive. Mais c'est toujours un peu inquiétant de dire est-ce que ça va se passer comme comme les autres fois où au moment ça passe et ça me permet de continuer et d'oublier et de passer à autre chose. Et puis en plus, rajouter à ça, moi et Nico, on était très en forme la première journée. Donc les montées, on les faisait tranquilles en marchant et les descentes, on courait tout. Ce qui fait Ok. que Tom était 50 mètres derrière nous et il pouvait pas s'arrêter sur un rocher en milieu de descente pour essayer de récupérer et pas aggraver ce mal de ventre. Donc je pense que tu vois, il y a l'effet de groupe est hyper bénéfique, mais tu vois, sur des situations comme ça, Ouais. Tom là au milieu de la troisième descente, il y a un ravitaillement et en fait, il vient me voir, il fait non mais les gars là, il faut m'attendre aussi. Enfin, il me dit, enfin, c'est pas cool, tu vois. Genre, et en fait, nous, on s'en rend pas compte parce que on est pas mal du tout. On est très bien avec Nico. On se rend pas compte, on voit pas forcément que Tom est mal. Et du coup, c'est vrai, on avait pris 3-4 minutes d'avance. Donc, Tom ne voit plus le fait que tu es mal. Tu vois, il y a vraiment Ouais. ces choses-là qui, en équipe, il faut faire gaffe. Et quand tu es dans l'euphorie du premier jour de la course, nous, on l'a pas vu. Donc après, forcément, on rectifie, on reste avec lui, voilà. Mais je pense qu'on a aussi, tu vois, un petit peu notre part de responsabilité dans le fait que Tom ait été aussi mal, parce que sur la première base vie, on devait s'arrêter 30 minutes et repartir. On est resté 2 heures. Et d'ailleurs, moi
en attendant, je bouffais, je buvais, c'était que ça, ce qui fait que dans la montée suivante, il a fallu que je vomisse parce que j'en pouvais plus. J'avais trop le goût et Énorme. voilà, tu vois? C'est les petites anecdotes de rester en équipe, voilà. Ouais, ouais. Et Nico, donc toi, tu savais que tu allais avoir ton problème perpétuel de gestion du sommeil. Est-ce que tu as des stratégies, des tips que tu arrives à mettre en place maintenant pour juguler un peu ça, ou tu sais que tu vas systématiquement galérer à dormir les 3-4 premiers jours? J'ai toujours pas résolu le problème, hein, mais bon, j'ai eu exactement le même problème sur cette Swiss Peak que sur la PTL, hein, donc là sur les 6 jours et demi de course, hein, c'est pareil, je crois que j'ai dû dormir en cumulé 4h30, quoi. Wow. C'est devenu une torture, hein. Donc les 3 premiers jours, pareil, j'ai absolument pas réussi à dormir. Et à chaque fois, on s'arrêtait à une basse vie. À partir du 2e jour, Tom Clément dormait comme des bébés, là. Et moi, je passais mon temps à regarder ma montre en me disant, allez, il faut que je m'endorme, que je m'endorme. Et puis, je voyais l'heure, il restait une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure. Je dis, bon, allez, c'est plus la peine. On s'en va dans 5 minutes. Et donc, je pense que c'est un cercle vicieux où plus tu es fatigué, plus tu te stresses pour pouvoir dormir. Et finalement, c'est ingérable, quoi. Ouais. Voilà, après, c'est aussi pour moi la grosse difficulté des courses où on reste en équipe. Donc, bon, il y a certains, effectivement, des gros avantages, hein, comme on en parlait tout à l'heure, le fait d'être ensemble, de s'auto-motiver, de passer des bons moments ensemble. Mais par contre, il y a vraiment une difficulté supplémentaire course en équipe, ou en tout cas lorsqu'on reste ensemble, c'est qu'on n'est absolument pas sur les mêmes rythmes. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes protocoles de sommeil. Et effectivement, le fait de dire, on arrive à une basse vie, on va dormir 1 heure, on va dormir 2 heures, c'est beau sur le papier, mais c'est absolument pas faisable, en tout cas pour moi. Donc, on partait d'une basse vie, donc les 2 genoux là étaient tout frais, etc. Et moi, j'étais vraiment déjà dans la douleur. Et 2 heures après, je n'avais qu'une envie, c'était de dormir. Sauf, on se retrouvait sur des cols, des rochers. On venait de s'arrêter, j'osais pas demander, allez, on fait une pause. Et pour moi, c'était vraiment une torture. Voilà, donc c'est pour ça. Je voudrais vraiment maintenant tester un autre mode de fonctionnement, parce que c'est vrai que toutes les courses longues, je les ai toutes faites avec Tom ou avec Clément et en équipe, hein, donc toujours avec cette même contrainte. Donc j'ai envie de tester la prochaine Swiss Peak, de me dire, là aujourd'hui, j'arrive à une base vie, je suis pas fatigué, je continue. Par contre, si je m'écroule 10 minutes, ou 1 heure ou 2 heures après, je m'arrête, je dors un quart d'heure sur un rocher et je repars. Et j'ai envie de tester, de continuer à me découvrir, parce que malgré mes 20 ans de trail, j'ai toujours pas résolu ce problème. Voilà, donc c'est vraiment pour moi la difficulté principale. Ouais. En plus de l'alimentation, qui parfois peut être vraiment un gros problème sur ce genre de course. Or là, j'ai l'impression que, hormis la première base vie où Tom a énormément souffert avec l'alimentation, on n'a pas vraiment souffert sur le reste de la course de l'alimentation. Il faut dire qu'on a également des ravitaillements là, qui sont vraiment très, très, très bien fournis. Donc, on est en Suisse, hein, donc avec à base de pas mal de fromage, il y a des raclettes, il y a des tartiflettes, des plats de fromage fondu à tous les ravitaux. Même, je ne sais pas si c'est très, très bon pour le corps, aux besoins physiologiques du corps, mais je peux te dire que pour le mental, quand t'aimes ça, c'est vraiment extraordinaire, et c'est un bon moteur pour la machine, quoi. Ouais. Hier, à des endroits, il y avait des bières, on avait goûté du choléra, qui est une spécialité suisse. Apparemment, on s'est vraiment régalé. Il y a des endroits, ce qu'on retient avec Clémence,
mis à part beaucoup d'autres choses, mais c'est les ravitaillements qui sont vraiment exceptionnels. C'est Ouais. pour ça pour la Swiss Peak, mais là, ça dépasse l'entendement de voir l'accueil de l'organisation qui est génial, mais ces ravitaillements qui sont toujours assez variés avec des fois des sandwichs. On a eu des bières sans alcool, on a eu plein de choses, en plus de ce qu'on trouve communément avec le coca ou autre chose. Là, effectivement, la partie ravitaillement, ils ont vraiment gâté là-dessus. On va appeler ça un trail gastronomique, Ouais. quasiment. Et avec à chaque fois donc un ravito tous les 15 bornes, un accueil extraordinaire, des organisations là, qui nous attendent, qui chantent, qui nous encouragent. Ça n'a strictement rien à voir avec la PTL où, bien sûr, je pense, les 6 jours de course, on a dû rencontrer ou croiser une quinzaine de bénévoles quoi, sur la durée. Quoi. Donc, c'est vraiment pas le même format, c'est pas le même format, même si le terrain est quand même compliqué, comme je le disais, à cause de la succession de montées-descentes permanentes. Ouais. La PTL, rappelez-vous, hein, je crois qu'ils étaient, de mémoire, il y avait 30 bénévoles pour toute la course sur plus de 300 bornes et une médecin. Donc, oui, effectivement, on n'avait pas croisé grand monde. Comment vous communiquez du coup quand vous partez comme ça? L'objectif, c'est de rester à 3, de partir à 3, d'arriver à 3. Alors, Clément, tu disais un peu plus tôt qu'à un moment donné, Tom, il a tiré la sonnette d'alarme. Mais est-ce que vous vous étiez mis d'accord en amont sur globalement, je sais pas, le rythme que vous vouliez tenir ou les périodes auxquelles vous alliez vous arrêter pour dormir, vous ravitailler, etc. Parce que c'est juste hyper important quand on est dans un effort aussi long, aussi dur, qui dépasse simplement le physique, qui devient aussi un effort mental. Enfin, Nico, tu parlais même de torture. J'imagine que c'est hyper important de communiquer. Donc, comment ça s'est passé de ce côté-là? Ouais, On alors avait déjà, fait un plan au départ. Hein, ouais, je pense que Clément, tu avais fait un plan détaillé. Moi, c'est pareil. Mais très vite, le plan, il vole en éclats. mais c'est Je le quand même disais tout très à l'heure. important Bah, d'avoir ce plan en tête, en fait. Moi, j'avais étudié vraiment le parcours. Enfin, on s'y prend quand même. Moi, je m'y prends un bon mois à l'avance. Étudier le parcours, on utilise un logiciel là, open source, Course Generator. Donc, on essaye. Alors, c'est pas possible sur ces courses-là d'utiliser en fait un peu les courbes de vitesse parce que ça marche pas, mais en fait on essaie de se donner un temps au final. Donc là c'était 120 heures à peu près. J'avais pas envie de passer une dernière nuit dehors. Et du coup voilà. on se Et fait après, en ce qu'on fait peut pas notre plan prévoir non là-dessus. plus, c'est les coups de mou des uns des autres. Quand tu es en solo, tu es dans ton rythme, alors que là, systématiquement, tu te mets au rythme du boulet de l'équipe. Et le boulet, attention, c'est pas une personne, c'est en fonction des jours, des heures, le boulet, on se le passe de l'un à l'autre. Bon, au début, c'est Tom a fait le boulet, moi j'ai eu ma partie de boulet, Clément, je me souviens plus si t'as Moi beaucoup aussi, fait le ouais, boulet si, ou pas. ouais. Mais systématiquement, il y en a un qui est toujours dans le dur, qui est moins en forme, et forcément, le groupe se met donc à la vitesse du maillon faible, si on peut dire. Donc, c'est clair, on va beaucoup, beaucoup moins vite à 3 que si on était seul. Maintenant, comme le dit l'adage, hein, je pense qu'on va peut-être plus loin parce que dans les moments difficiles, justement, il y a quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Donc, voilà, c'est le gros dilemme de ce genre de course. Comment le gérer. Mais voilà, ce qui est important en tout cas, c'est d'être à l'écoute des uns des autres, d'avoir l'empathie qui va bien pour comprendre à quel moment l'un va pas bien et être capable de le soutenir et faire en sorte qu'il aille mieux de là. Et voilà, donc ça rajoute une dimension vraiment complémentaire à ce genre de course, mais qui fait partie de l'aventure et qui est vraiment intéressant. Hein. Et c'est là où tu te rends compte, est-ce qu'on est fait pour courir ou pas ensemble? Parce que quand on est vraiment dans des situations très très compliquées, le moral il est dans les chaussettes, etc., on aurait vite fait de se taper sur la gueule. Alors là, ça se passe pas comme ça, c'est que vraiment on est fait pour pouvoir courir ensemble. Donc ça renforce aussi les liens, donc c'est très intéressant sur ce genre de course, quoi. Personne n'a mis sa frontale dans les yeux de Clément, du coup? Non, on a hésité là, on avait peur. Non, mais par contre, tu vois, sur je crois que c'est en fin de deuxième nuit, où en fait, on s'arrête en ravitaillement et Nico a vraiment besoin de dormir. On va dormir et en fait, alors moi, je m'allonge au bout de 2 minutes, je dors, quelle que soit
la situation. Enfin, tu me mets dans n'importe quel endroit, je dors. Donc, en fait, je dégoûte Tom et Nico parce que je m'allonge et je dors déjà. Donc, ça, en fait, Tom et Nico, ils n'en peuvent plus. Au bout de 2 jours, ils m'en parlent toute la journée. Mais comment tu fais pour dormir aussi bien, blablabla. Sauf que là, fin de deuxième nuit, euh, Nico a besoin de dormir, donc on s'arrête. Et moi, là, je dois dormir même pas 5 minutes sur l'heure qu'on reste. Et en fait, je me réveille mais dans une humeur mais exécrable. Mais vraiment, hein, je suis de très très mauvaise humeur. Je sais plus où je suis désorienté. Et là, je pousse une gueulante contre Tom et Nico en leur disant non mais les gars, si on s'arrête comme ça en permanence, on va jamais arriver au bout. Et en fait, parce que j'ai expérimenté ce que Nico vit quand il n'arrive pas à dormir, qui est en fait, enfin, ça te fait un peu dérailler, quoi, vraiment. Et je l'ai expérimenté et je m'en suis excusé un peu après quand c'est retombé. Mais en fait, on peut avoir des sautes d'humeur comme ça qui sont incontrôlables. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu t'emportes. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on le sait. Donc, en fait, on s'en tient pas rigueur entre nous. On a à vite passer à autre chose, à calmer le jeu. Donc, Tom et Nico, dans ces cas-là, ils calment le jeu. On monte jamais dans les tours. Tu vois, on se répond pas. Et en fait, en calmant le jeu, ça passe très, très vite. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on avance. Voilà. Mais ce que tu dis, enfin, moi, je sais pas si je m'endors rapidement, mais en tout cas, sur la PTL, j'avais pu dormir. Mais c'est clair que le fait que, enfin, forcément, t'étais vachement plus, enfin, t'es à fleur de peau quand tu peux pas dormir, que t'as un effort physique à fournir 21 heures par jour. Et ce que tu viens de dire sur le fait de parfois exploser, etc. Enfin, moi, c'était clairement Nico, hein, je sais plus si je te l'avais dit, mais moi, c'était un truc qui me faisait halluciner. C'est que t'as pas dormi pendant 4 jours et t'étais parfaitement calme, parfaitement posé, pas, tu vois, pas un mot plus haut que l'autre. Enfin, c'était quand même assez hallucinant de voir que tu restais en parfaite maîtrise alors que t'étais clairement en manque de sommeil. Dans la résilience, c'est pas un slogan de ton podcast, hein. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, vraiment impressionnant. Et Nico, pour terminer du coup sur ce sujet du sommeil, j'imagine que, enfin, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de trouver des solutions? Est-ce que tu as essayé, je sais pas, des techniques de respiration, ce genre de choses? Bah, j'ai essayé, mais là, je pense qu'il y a une dimension, plusieurs dimensions supplémentaires qui viennent tout écrouler. Ce que j'ai testé, hein, c'est effectivement le stress, la pression de Ouais. ne pas réussir à dormir. Après, le rythme cardiaque qui reste élevé quand tu t'arrêtes, hein. Et après, effectivement, les douleurs également dans les jambes qui continuent, même quand tu t'arrêtes, tu essayes de t'auto-masser les jambes, mais ça te fait des douleurs et ça contribue aussi à t'empêcher de dormir. Mais je pense que c'est surtout psychologique. C'est vraiment le stress de se dire il faut dormir, et là, Ouais. ça te bloque tout, quoi. Ouais. Voilà, donc ça fait partie de l'aventure, et comme quoi, malgré les 20 années de trail que j'ai derrière moi, j'ai toujours des choses à apprendre, et, et c'est ça qui est extraordinaire aussi Ouais. dans le trail, hein, c'est qu'on en apprend toujours, et c'est vraiment une aventure. On découvre à la fois des coins, des paysages, des montagnes extraordinaires, mais surtout, c'est une aventure sur soi, et on se découvre soi-même, et on essaye de mieux se connaître, d'en apprendre sur soi, et ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles j'adore le trail. Tu le vends très bien en tout cas, ça donne envie d'en faire plus. Là, j'ai le profil de la course sous les yeux. C'est une lame de scie, machin. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Enfin, non-stop, exactement ce que vous expliquez. Une fois que le coup de barre, le coup derrière la nuque là, des 50 premiers kilomètres est passé pour Tom, la suite, ça ressemblait à quoi collectivement et individuellement? Est-ce qu'il y a eu des périodes d'euphorie, des périodes de gros coups de mou qu'il a fallu gérer? Alors Clément, tu t'en as évoqué un là, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres de marquants? Il y a eu d'autres moments. Alors, moi, j'ai clairement beaucoup plus souffert du sommeil que pour les BTL. J'ai vraiment. Ça a été un calvaire, notamment. Alors,
Un refuge, c'était plutôt vers la fin. Moi, je sais pas si tu te souviens, sur la PTL, au refuge Salanf, où on passait dans la PTL un barrage. Ouais. Et juste après le barrage, on arrivait à ce refuge-là. Et je rêvais d'arriver à ce barrage-là. Enfin, d'arriver à ce refuge-là. Et là, la traversée du barrage, qui doit faire peut-être 1 kilomètre ou 800 mètres. J'ai halluciné, c'est-à-dire que j'avais les yeux je passais en mode sommeil d'une demi-seconde, et après j'étais éveillé une demi-seconde, et je devais continuer à marcher parce qu'on voyait, on arrivait, quoi. Et, euh, et donc là, on était de nuit, comme sur la PTL, et en fait, on n'arrivait pas du tout au refuge. On dormait dans un atelier de réparation qui était à 100 mètres du refuge, donc pas du tout le même confort qu'on aurait pu imaginer pendant la PTL. Moi, je suis arrivé là, mais vraiment avec une carence de sommeil très très forte. Et en me couchant sur ces lits de camp qu'il y avait en plein milieu, on était le long de grillages à béton qui étaient le long des lits de camp, c'était rigolo. J'ai commencé à avoir des crampes qui m'ont complètement empêché de dormir. Et là, j'ai passé pour moi le pire moment parce que je me suis vu abandonner à ce moment-là, parce que je ne pouvais plus marcher. J'avais vraiment des très grosses douleurs qui m'empêchaient de dormir. Et je me suis dit, voilà, je suis arrivé au bout de la course. Là, je me souviens, voilà, j'étais presque en larmes là, à me dire, mais ça peut pas se finir là. J'étais encore motivé pour avancer. Mais les jambes étaient arrivées à un point qui, même si je les mettais en hauteur, j'essayais de me masser et tout ça, la douleur ne passait pas. Mais voilà, pour moi, voilà, il y a eu des moments, même si on regarde effectivement le parcours en d'autres psy, comme tu disais, voilà, il y a des moments plus durs que d'autres. Et même si on se dit on est à la fin, là on est au kilomètre 160, 200, 270, il en reste un peu moins de 100. Voilà, on est plutôt sur la fin que sur le début. Il y a vraiment des moments où j'ai vraiment beaucoup souffert à ce moment-là de sommeil. Là, et c'est marrant parce que je garde ce moment de la course en mémoire, peut-être plus que tout le reste, vu la douleur ou les doutes que j'ai pu avoir à ce moment-là. Alors, on a pu repartir quand même, hein, mais ça a été un moment très difficile. C'est dommage qu'il vous ait pas mis dans le refuge parce qu'il était génial ce refuge à Salins. Ouais, Ça a été il notre était à meilleur 100 refuge de mètres, la hein. PTL. Et là, nous, on est tombé dans un lieu qui est en fait, vu l'état de fatigue et l'heure à laquelle on arrive, c'est 4 heures du mat, 3 heures. C'est un peu glauque en fait. Et moi aussi, en fait, j'ai vraiment ce moment-là en mémoire parce qu'en fait, Tom est complètement déboussolé. Il m'appelle Stéphane. En fait, Stéphane, c'est un gars qu'on a rencontré. Mais non. Ah oui, non, mais il est complètement. Enfin, Tom n'est plus là. Et en fait, il m'appelle Stéphane. C'est un gars avec qui on a passé 4 jours, un peu comme sur la PTL, un gars qui s'est greffé à nous, super sympa, avec qui on a gardé contact. Et en fait, Tom me dit qu'il arrête. Et en fait, moi, j'ai jamais vu Tom dans cet état-là. J'ai jamais entendu Tom, même sur la PTL ou dans les pires moments, que Tom va arrêter. Et en fait, t'es très très mal quand même, Tom, à ce moment-là. Et c'est incroyable que 20-30 minutes plus tard, on marche. Et au bout de 30 minutes à marcher, c'est comme si c'était rien passé, quoi. C'est incroyable. Enfin, moi qui étais un peu mieux que Tom, en tout cas, à ce moment-là, je comprends, Tom, que tu aies gardé ce moment-là en mémoire. C'est quand même incroyable quand on entend toutes vos histoires sur les périodes de down vraiment fort que vous avez eues. C'est quand même hallucinant. Nico, tu évoquais le terme de résilience un peu plus tôt. Enfin, moi vraiment, j'hallucine systématiquement quand j'entends des témoignages comme ça sur la capacité du corps et de l'esprit à rebondir. Enfin, c'est quand même fou, tu vois. S'il s'est écoulé, comme tu disais, Clément, 20-30 minutes, enfin, c'est incroyable. On passe d'un état où, Tom, tu décris de la torture à je repars, il me reste quasiment 100 bornes, ce qui en soi est déjà monstrueux. Ouais, alors après, c'est 100 bornes qui sont faciles, entre guillemets, puisqu'on a plus. Ouais, bon. Non, mais vraiment, tu vas comprendre pourquoi. Parce que si tu as le profil sous les yeux, tu regardes là à partir de l'auberge de Salanf, il n'y a plus de grosses montées en fait. On est en altitude et on redescend petit à petit vers l'arrivée. Donc moi, je savais qu'à cette auberge-là,
j'allais arriver quoi qu'il arrive. Donc pour moi, la course, elle n'est pas finie, mais globalement, elle est sur des très très bons rails. Donc moi, je suis plutôt de bonne humeur à ce moment-là et plutôt très motivé. Mais en fait, si tu veux, tu sais, c'est vraiment le même parcours que ce qu'on a fait sur la PTL. Après, on remonte au col de Suzanne. Donc là, il y a une ou deux mains courantes. C'est un des passages les plus techniques qu'il y a sur la Swiss Peak. Alors pour nous, sur la PTL, c'était un des passages les plus plats et les plus sympas. Et du coup, en fait, le fait de marcher donc un espèce de faux plat montant comme ça, un long plat puis un faux plat montant, euh, ça nous changeait des montées, des sortes très abruptes. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui a fait, je pense, aider à faire passer ce mauvais moment, en fait. Parce que tu n'es pas de nouveau dans le très dur. Hein. Ouais. Est-ce que le fait de cumuler les expériences comme ça heu, où vous êtes au plus mal et puis finalement, bah, le corps s'adapte, l'esprit se relance et ça va. Est-ce que le fait d'en avoir enfin, au fil des trails que vous faites, des ultras que vous finissez, est-ce que finalement ça vous donne une sorte de, capital confiance, pour les courses sur lesquelles vous vous lancez? Où vous dites: «Bon, je sais qu'il va y avoir du très dur potentiellement, que je vais souffrir, mais je sais aussi que ça m'est déjà arrivé, 5, 10, 30 fois, 50 fois et qu'à chaque fois, ça va repartir». Ouais, je pense qu'effectivement, l'expérience des trails passés est extrêmement importante là-dessus. Parce qu'il y a des moments où effectivement ça va très 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 mal. Et on se dit, bah ok, lorsque ça va très mal, tu as fait 150 bornes ou 200 bornes, il en reste 150, tu te dis, mais c'est pas possible, je jette l'éponge. Ouais. Et le fait d'avoir effectivement déjà connu ce genre de situation dans des trails passés, tu sais que bah, c'est pas comment dire, un état qui va continuer à se dégrader. Et au contraire, c'est vraiment le trail, on se retrouve en permanence dans un cycle, on va dire une jolie sinusoïde, où un coup on est en haut, un coup on est en bas, et on sait que lorsqu'on est en bas, eh ben, ça va remonter. Donc il faut attendre, il faut serrer les fesses pendant 2 heures, 3 heures, 6 heures, peut-être 10 heures, et ensuite, on ne sait pas pourquoi, de nouveau, on se retrouve dans un état de bien-être, en euphorie. On ne sait pas, on a mangé, on a bu, on a changé son mindset, et d'un seul coup, ça va. Voilà, donc je pense que l'expérience aide énormément pour pouvoir continuer. Sinon, effectivement, on aurait vraiment plus d'envie, c'est de jeter l'éponge, quoi. Ouais. Faut juste pas qu'au moment où tu as l'impression que tu remontes la pente, il y ait ton coéquipier qui te dise, le refuge est à 50 mètres alors qu'en fait il est à 300 mètres. Heu, Je me rappelle quelque chose, ça. ouais, ouais. Vous voyez de quoi je parle, de quel moment je parle? Exactement. Ah punaise, Xavier, si tu nous écoutes. Excellent. En fait, ma question suivante, elle est un peu liée à ce que tu viens d'évoquer, Nico, mais c'est qu'est-ce qui fait que vous vous relancez? Parce que à vous écouter, je pense pour quelqu'un qui a jamais fait d'ultra trail ou de trail, quand il entend, pas de sommeil au point d'avoir l'impression que c'est de la torture, de la douleur qui t'empêche de dormir, des coups de gueule. Il y a peut-être des gens qui se disent: «Waouh, mais c'est quoi finalement, l'intérêt de se lancer dans des formats comme ça?» Qu'est-ce que vous leur répondriez, vous? Alors, Qu'est-ce qui fait que vous repartez? on oublie les mauvais moments, mais en général, même si on les a toujours un peu en tête, hein, mais c'est ceux qu'on raconte. Mais faut imaginer quand même que tout le reste, c'est quand même des bons moments. Ouais. Et je vais revenir par la PTL, je me souviendrai toujours des 150 derniers mètres de l'arrivée de la PTL tous ensemble. Je garde un tellement bon souvenir que les 300 km d'avant, on les oublie presque, et on ne se souviendra que des 150 derniers. Et c'est ça qui nous fait aller toujours plus loin et revenir d'une allée sur l'autre. C'est vrai que des fois, à l'arrivée d'une course, on ne dit plus jamais ça. Et c'est classique de tout le monde. Jour après, on est sur Internet à regarder c'est quand la prochaine. Et c'est un petit peu ça. On a des coups durs, c'est difficile, tout le monde le sait, mais on se souviendra toujours des bons moments et des moments d'adrénaline qu'on a dans la course. C'est ça qui nous fait revenir. Ouais. C'est vraiment un volcan d'émotions, je dirais, où on a des émotions qui sont très, très, très positives, très, très, très négatives, et cette alternance d'émotions qui est énorme en trail. Et effectivement, je pense qu'avec le temps, on oublie les mauvaises, on garde que les bonnes.
ça nous donne envie de revivre ça. Hein. Je me rappelle que c'est ce que vous me disiez sur la PTL, parce que moi, je vous posais un max de questions. Je me disais, punaise, mais là, je suis dans la souffrance et il y a tous ces gars là vachement expérimentés. Donc, je sais pas si vous en rappelez, mais je vous posais beaucoup de questions sur la récupération, le sommeil, l'effort, le rythme, machin. Et vous m'aviez dit, Tom, je me rappelle plusieurs fois, tu m'avais dit, non, mais tu verras, tu vas oublier. Tu vas oublier que c'est dur et tu vas te réinscrire. Et moi, je me disais, mais jamais de la vie, c'est pas possible, jamais je vais me réinscrire. Et puis bon, effectivement, après quelques temps, on oublie et on se souvient que des bons moments. Je suis d'accord avec toi, Louis. Ouais. À tel point que tu vois, sur la Swiss Peak, j'ai découvert ce que c'était que les mal de pied. Donc, non, moi, je prépare pas mes pieds, hein, bien sûr. Je fais exactement ce qu'il faut pas faire. Et du coup, sur la Swiss Peak, j'ai souffert pendant 150 km, je pense. Mais vraiment souffert, mais comme sur la PTL. Sauf que sur la PTL, j'ai oublié. J'ai oublié que mes pieds me faisaient souffrir tellement mon genou me faisait encore plus souffrir et le manque de sommeil. Et en fait, sur la Swiss Peak, après avoir mal aux pieds pendant 100 km, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es bête, t'as souffert terrible sur la PTL, j'avais des ampoules énormes sous les pieds. Et en fait, je l'avais complètement effacé de ma mémoire. Parce qu'en fait, il y avait des douleurs qui étaient bien plus encore, enfin des douleurs psychologiques et qui me torturaient encore plus que ces pieds-là. Et du coup, j'ai eu des problèmes sur la Swiss Peak. Bon, ça devrait ne plus se passer parce que maintenant, je vais faire un peu plus attention. Mais je pense que sans les podologues qui sont là sur chaque Basilique et qui te réparent les pieds et qui sont fabuleux. Ah, ouais, il y a des podologues au Oui, Basi. podologues et kinés, ils sont incroyables. Tu repars, mais... La vache. Ah ouais, c'est beaucoup plus confort que la PTL. Hein. Ah ouais. À nous, la PTL, on nous demandait de manger dehors sous la pluie. Et ouais, effectivement, c'est pas la même. Mais il y a aussi l'esprit trail, je trouve. Là, j'ai une anecdote qui me vient. On était en pleine nuit en train de monter un col et on était tous les quatre, parce qu'on était avec Stéphane là, en train de monter, et on voit sur notre carte, il y avait un ravitaillement. On pensait qu'on pouvait dormir à ce ravitaillement. Il y avait beaucoup de vent, il faisait vraiment pas chaud. Et quand on est arrivé à ce ravitaillement, en fait, c'était un des seuls sur le parcours où en fait c'était une tente vraiment toute basique, en plein milieu d'une sorte de petite plaine. Et on est arrivé là en demandant est-ce qu'on peut dormir. Et il nous a dit on est complet. En fait, la tente était minuscule. Il y avait déjà des gens qui dormaient presque entre les jambes, des bénévoles qui servaient les coca, quoi. C'était... Et là, moi, je vois sur la table la cloche de la PTL. Et donc, je rebondis là-dessus, hein, génial. Il y a quelqu'un qui a fait la PTL et tout ça. En fait, il y avait dans la tente des bénévoles, quelqu'un qui venait de finir la PTL avec son fils. Et on lui explique, voilà, dans l'état de fatigue dans lequel on est, il était un peu désolé pour nous, mais il pouvait pas faire grand-chose. Et il nous a proposé d'aller dormir une demi-heure. En fait, il avait un petit cabanon à 200 ou 300 mètres de cette tente-là. Et il nous a proposé d'aller dormir comme ça dedans, juste voilà, pour qu'on puisse se reposer par terre, un peu à l'abri du vent, parce que là, vu les conditions qu'il y avait dehors, on n'a jamais pu dormir. Il faisait vraiment froid. Zéro, mais avec le vent et tout ça, on n'aurait jamais pu dormir. Et on a pu se reposer là. Et d'ailleurs, je remercie, il s'appelait Jean-Maurice, là, qui nous avait proposé ça. Et d'ailleurs, dans la petite anecdote, quand on est arrivé dans cette petite cabane, il y avait les dossards des courses qu'il avait fait. Et on s'est trouvé presque petit vis-à-vis de lui. Il avait fait 2 ou 3 fois le Thor, le PTL, je sais pas combien de fois. Et tous les dossards de ces grandes courses-là affichés au mur. Et bon, voilà, c'est la petite anecdote. Et c'est vrai que c'est hyper sympa de sa part, voilà, de nous avoir permis de nous reposer un petit peu. Même si moi, je pense pas avoir dormi, mais bon, peu importe. L'idée, c'était quand même de se mettre à l'abri un petit peu dans ce moment un peu difficile. Ouais. Waouh. Et ben justement, j'allais vous poser la question pour conclure sur une note très positive. Peut-être les moments, les passages de la course qui vous ont le plus marqué, dont vous gardez un souvenir fort. Alors, bon, toi, visiblement, Tom, c'est celui-là. Est-ce que Nico, Clément, vous en avez d'autres?
Moi, il y a un endroit que j'ai vraiment trouvé splendide et à la fois difficile, là, c'est la fameuse fenêtre d'Arpette, hein, qui est juste après Champé, qui est vraiment fantastique. Donc, on part de Champé et ensuite on monte un pierrier pour passer donc la fameuse fenêtre d'Arpette qui n'est pas très très haute, hein, qui est à 2700, 2660. Et de là, on a une vue, mais alors sur des glaciers qui est extraordinaire. Juste avant de redescendre sur Trient, d'ailleurs c'est le glacier de Trient. Donc bon, il y a vraiment des endroits qui sont splendides. Enfin moi, je crois que c'est un des endroits qui m'a le plus marqué et que j'ai trouvé le plus joli. Ouais, je suis d'accord avec Nico. La fenêtre d'Arpette, on a eu la chance de la faire 2 jours. C'est vraiment magnifique. Et, ouais. Et moi, j'ai aussi le barrage de Moiry, là où on a un lac d'eau turquoise où on y passe être 10 ou 11 heures du matin. Et les glaciers en arrière-plan, c'est vraiment magnifique. Enfin, vraiment. Et puis après, tous les villages, toutes les cabanes qu'on peut traverser, c'est tellement harmonieux, la Suisse. Enfin, enfin, avec Nico, on en a discuté longtemps sur le parcours. Enfin, t'as envie de venir t'installer en Suisse. Je t'assure, t'as une espèce de calme. Tout est harmonieux, en fait, là-bas. Et en tout cas, dans ce qu'on a traversé. Et Ouais. c'est magnifique. Enfin, vraiment, ce sont des paysages magnifiques. Voilà. Et après, les ravitaillements, puisque ça a été un de nos plus gros sujets de conversation. Pendant 5 kilomètres, on parlait du ravitaillement d'avant, et puis les 10 kilomètres avant le ravitaillement suivant, on se demandait ce qu'on allait manger. Donc, non, vraiment une organisation incroyable, incroyable. J'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça. C'est ça qui me vient souvent pendant cette course-là. J'ai une petite anecdote. On est en pleine nuit, on est tous les trois en train de marcher un peu en sous-bois. Il y a Nicolas qui est 10 mètres devant nous. Et là, donc on est à la frontale. Il y a un moment, on s'arrête et on voit un énorme chamois en sous-bois, mais avec ses immenses cornes au-dessus. Et là, on ne fait pas de bruit. On avait peur de le réveiller. On était là avec le frontal. Nicolas sort sa GoPro. Il approche tout doucement en essayant de ne pas mettre de l'éclairage dans ses yeux. Nicolas était, je sais pas, à 3 ou 4 mètres de cet immense chamois. Et on avançait, on était ébahis par le truc. Magnifique, hein, une bête magnifique. Ouais. Et en fait, juste à l'endroit où s'était arrêté Nicolas, il y avait un immense panneau avec marqué chamois, espèce, je sais pas quoi, qui expliquait l'espèce qu'on devait voir. En fait, t'as Tom qui demande si c'est un chamois ou un gros client. Mais on s'est retrouvé devant ce truc-là, mais vraiment, je sais pas si c'est une hallucination ou la fatigue qui fait qu'on s'en est pas aperçu que c'était une statue. Mais sur le coup, on a bien rigolé pendant longtemps après l'avoir vu. On s'est dit, on est vraiment répète de s'être arrêté devant ça parce qu'on est resté vraiment figé devant ce truc-là. Mais bon, ouais. Excellent. Bah, ça donne envie. Pour terminer, du coup, qu'est-ce que. Bon, là encore, question biaisée, puisqu'on va la faire ensemble, mais c'est quoi vos attentes par rapport au GTC 100? Pour moi, bon, c'est pas un objectif en soi, hein. Ouais. Comme je disais Clément, c'est vraiment un moyen de pouvoir s'assurer le Tour des Géants l'année prochaine. Bon, c'est aussi un bon entraînement pour la Swiss Peak qu'on va refaire en septembre. Et le Tour des Géants étant encore, on va dire, un prétexte pour un objectif ultime qui serait de faire le Tour des Glaciers, donc 450 km et 32 000 mètres de dénivelé. Donc là, plutôt en 2026, si on arrive à terminer le Tour des Géants en moins de, je crois, c'est 130 heures. Voilà, et donc l'objectif, c'est vraiment de passer un bon moment et bon, de rester ensemble. Je pense que sur une distance assez courte, on ne devrait pas avoir trop de difficultés au niveau du sommeil, de l'alimentation. Donc voilà, c'est d'en profiter, mais c'est pas l'objectif de l'année en soi. Ouais. En tout cas pour moi. C'est pour une course de préparation pour l'UTMB et la Diag qui suivront là un mois après. Donc voilà, c'est une course de préparation, pas se blesser, prendre du plaisir, retrouver les copains. Voilà, c'est une course. Ouais, dans cet esprit-là, moi aussi. Et comme Nico, en fait, donc j'ai écouté l'interview que tu as fait de Perrine là, sur le Tour des Glaciers, qui en fait, donc Perrine, on l'a vu sur la PTL, elle est quand même extrêmement solide. Et quand elle raconte certains passages, enfin bon, je te dis, j'en avais la chair de poule. Enfin, et du coup, en fait, je me dis,
c'est vraiment ce que j'ai envie de tenter. C'est pas histoire de faire les courses les plus longues ou tout ce que tu veux, en fait, d'aller chercher, en fait, le plus de kilomètres, mais c'est aller chercher, en fait, cet inconfort extrême, voire cette mise en danger qui peut être vraiment, je pense, hyper intéressante voilà, sur une aventure. Donc, comme Nico, c'est vraiment mon objectif. Ouais. Donc, le Trop bien. GTC est juste un point de passage pour moi. Ouais, yes. Voilà, l'objectif, c'est de passer du bon moment avec toi, hein, Louis, pour cette GTC. Et j'espère que ça te passera aussi bien que sur la PTL. Yes. Je me rappelle de nous raconter. Il n'y a pas de raison. Mais ouais, bah, en tout cas, bien hâte. Merci beaucoup pour tous ces partages sur la Swisspeak et puis sur votre approche du trail et de l'ultra en général. C'était méga intéressant. Je suis sûr que ça donnera des pistes à celles et ceux qui veulent se lancer sur la Swisspeak ou des formats équivalents. Ouais, et puis il faut tenter. C'est pas parce qu'on a. Enfin, toi aussi, Loïc, hein, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est pas parce que tu n'as jamais fait de 100 miles que tu peux pas t'aligner en fait sur ce genre de format. C'est complètement différent et c'est même l'esprit et je trouve assez différent d'un ultra classique. Il n'y a pas de compétition. Il faut juste arriver au bout. Et c'est une vraie aventure. Enfin, moi, je recommande vraiment d'essayer. Peut-être que c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que ça vaut le coup de tenter le coup au moins une fois. Excellent. Et ben voilà, celles et ceux qui nous écoutent, tentez le coup, lancez-vous, et puis il faut y aller. Et puis si vous avez des questions, comment on peut vous contacter d'ailleurs, s'il y en a qui veulent échanger peut-être plus en détail sur la Swisspeak ou la Diag ou d'autres ultras que vous avez fait? De mon côté, j'ai fait une jolie vidéo de la Swisspeak qui est sur YouTube. Donc, je mettrai le lien si besoin, Loïc. Voilà, d'ailleurs, j'ai également la vidéo de la PTL qui est sur cette même chaîne, le Marathon des Sables et autres. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour suivre, vivre de l'intérieur ce qu'on a vécu, ces aventures extraordinaires, c'est disponible sur YouTube. Nico le Médiaman. Voilà. Caméra on sera embarquée. plus sur Strava ou Facebook, voilà. Ok. Moi aussi, pas très réactif, mais bon, si j'y vais de temps en temps et je regarde. Voilà, s'il y a besoin. Je suis pas sûr, moi, d'être le mieux placé pour donner des conseils aux gens, mais allez-y sur Tom. C'est très très solide. Yes, il y aura les liens pour tout ça. Merci encore les gars, c'était trop cool de faire ce petit débrief avec vous. Bonne préparation du coup pour le GTC et tout ce qu'il y a avant. D'ici là, je crois que Tom, tu as un gros challenge qui t'attend. Tu vas le faire quand en mai, ton énorme trip vélo, trail vélo? Voilà, normalement le week-end du 15, vers le 15 mai. Là, C'est quoi déjà les distances que tu vas faire? C'est 300 km de vélo et au milieu, il y a un sommet de 3000 dans les Pyrénées. Voilà, tranquillement, histoire de bien commencer la semaine. Parfait, et bonne préparation pour tout ça. Et il faut qu'on se cale pour bloquer l'hôtel aussi, non pour le GTC. Ouais, même pas, je m'en occupe. Trop bien, génial. Et on va faire ça. Merci beaucoup les gars, excellente journée à vous, bon week-end et à très très vite. À bientôt Loïc. Salut. Salut Loïc. Merci d'avoir écouté cet échange avec Clément, Tom et Nico jusqu'au bout. J'espère que vous aurez apprécié leur débrief. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous. Et de manière générale, si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez des frappés à un maximum de personnes pour qu'encore plus de gens osent se lancer dans leurs projets. Vous pouvez également soutenir financièrement les frappés. C'est à partir de 1 € par mois et ça se passe sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Le lien est en description, pas d'inquiétude. Chaque contribution permet au podcast de maintenir son indépendance. Et je tiens d'ailleurs à remercier une nouvelle fois chaleureusement toutes celles et ceux qui ont franchi le pas et qui soutiennent financièrement le podcast sur la plateforme Tipeee. Merci à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de randonnée au féminin.